Bienvenue dans le podcast Les Mycophiles, là où les professionnels et les experts des champignons nous parlent de leur métier, de leur passion. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Aujourd'hui, je suis avec Jean Rondet, agronome et également auteur sur le thème de la mycosylviculture. Salut à tous et bienvenue du coup dans ce nouvel épisode où je suis avec Jean Rondet. Et du coup, Jean, comment te décrire? Déjà, tu es agronome et tu es aussi auteur. Donc moi, je t'ai découvert avec le livre Territoire mycologique que tu as coécrit, si je ne dis pas de bêtises, avec Fernando Martinez Peña. Donc C'est ça. déjà, merci beaucoup d'être ici, Jean. Est-ce que tu pourrais du coup te présenter un peu moins succinctement que ce que je viens de faire et, euh, et nous dire du coup quelles activités donc tu as eues en rapport avec la mycologie. Du coup, quel est ton parcours par rapport aux champignons et à l'agronomie en général? Oui, d'accord. Oui, avant tout, merci à toi et merci à vous qui écoutez. C'est un plaisir de partager tout ça, hein. C'est l'histoire. Ce que je vais dire en quelques mots, c'est l'histoire, c'est un parcours. Bon, moi, j'ai 66 ans, donc j'ai eu le temps de faire pas mal de choses, évidemment. Et donc là, je suis effectivement agronome. Avant cela, j'ai eu plusieurs périodes d'activité en relation avec les champignons. Je suis devenu agronome en ayant repris des études. Je vais vous dire ça très vite, en même temps que je présenterai les thèmes d'activité sur lesquels j'ai travaillé et sur lesquels je continue à travailler d'ailleurs aujourd'hui. Du, Donc, ouais. du coup, c'est pas ta formation initiale en fait, agronome, du coup. Non, moi j'ai fait la fac, en fait, j'ai fait une maîtrise de donc biologie, écologie et phytopathologie, protection des végétaux. Et D'accord. donc j'ai une deuxième période d'études et ensuite j'ai une troisième période d'études. Voilà, moi j'aime beaucoup les études, donc j'ai profité de la possibilité d'en faire. Et donc à la sortie de la fac, en fait, j'avais donc c'était dans les années 80, tout début des années 80, je me suis retrouvé dans une ferme avec le désir de vivre à la campagne, en fait. Et avec un ami, on a cherché une activité et on s'est lancé dans la culture des pleurotes d'une manière très simple en mettant en scène un processus très simple de culture où simplement on trempait la paille à l'eau froide et puis finalement on faisait des pleurotes, hein. Finalement, ça marchait pas mal. On vendait ça sur le marché du Puy, donc on était un peu des pionniers à l'époque. Et puis J'avoue. de fil en aiguille, je me suis retrouvé engagé par une association Cévenol qui voulait monter il y avait plusieurs producteurs de pleurotes qui faisaient chacun leur substrat dans leur coin. Et puis, l'idée, c'était de monter une unité de fabrication de substrats collective, lequel substrat serait ensuite dispatché dans les serres des différents contributeurs, hein, des différents associés. Et de fait, on a monté une usine avec l'INRA de Bordeaux. En fait, j'ai connu l'INRA de Bordeaux à ce moment-là. Et bon, en quelque sorte, ils étaient contents qu'on teste un système de traitement à l'eau chaude. Et ça a été assez compliqué à mettre au point, alors qu'à l'eau froide, ça marchait très bien, donc j'étais un peu surpris. Et on avait beaucoup de problèmes avec quelque chose que tu connais, dont tu as parlé sur ton blog, hein, les trichodermas, en fait. Ah oui, les Et fameux. donc ça a marché pas mal, mais alors il y a eu des histoires de neige qui ont fait s'écrouler le bâtiment. Enfin, je n'étais pas responsable de ça. Et puis du coup, j'ai repris des études pour en savoir plus sur les interactions trichoderma pleurote, et pas que pleurote d'ailleurs, mais enfin, du coup, je me suis retrouvé au Muséum d'histoire naturelle en stage de DEA, c'est le Master 2 hein, maintenant. Et donc, j'ai pu comprendre, explorer un peu les mécanismes qui sont à la base de ces interactions champignons cultivés trichoderma. Et bah, du coup, j'en sais pas mal là-dessus. Je l'ai valorisé à travers ensuite une activité de conseil auprès de pleuroticulteurs où j'avais monté un test qui est toujours valable d'ailleurs pour tester
l'aptitude des souches commerciales ou sauvages à résister ou pas au trichoderme. Enfin, plus ou moins résister, être plus ou moins tolérant, etc. Ok. Et donc, Est-ce que tu pourrais nous en parler oui, rapidement de ce test? Peut-être, bah, très certainement, ça intéresse des gens dans l'audience. oui, ben, en fait, c'est quelque chose qui n'a pas été repris. Alors récemment, j'ai voulu le reprendre avec l'INRA de Bordeaux. Je suis toujours un lien avec eux. Donc ça fait 40 ans plus tard. Voilà. N'hésitons pas. C'est plus tout à fait la même équipe, mais il y a des anciens dans la bande, la l'INRA de Bordeaux, qui sont toujours un peu là-dedans. Et ouais, le principe, c'était en fait, je m'apercevais qu'il y avait des souches. Alors, en fait, au Muséum d'histoire naturelle, j'avais une gamme. Il y avait un certain professeur Cailleux, qui est décédé depuis longtemps maintenant, mais qui était, lui, très au fait des histoires de culture de pleurote et de champions de Paris aussi. Donc, c'était un peu le pendant de Bordeaux à petite échelle, hein. Et avec lui, il avait une gamme de pleurotes en fait en huître, et puis des pleurotes d'ombellifères, hein, RNGi, et puis euh, Ferulae, etc. Des pleurotes qui sont des sortes de parasites de plantes qui ressemblent à des chardons, qui sont des ombellifères en fait. Je pense, donc, pleurotes du Ok. panico, on dit Oui, aussi. oui. Et alors, ces pleurotes-là sont toujours hein, très sensibles au trichoderma, alors que des souches, certaines souches de pleurotes en huître, Striatus, étaient très résistantes en fait. Et donc, en particulier des souches sauvages et puis des souches commerciales anciennes. Il y avait la 2004, je crois, de Somicel, si je me souviens bien. Donc, était une vieille souche hongroise sauvage qui avait été bouturée, mais qui s'était maintenue comme ça, qui avait maintenu toutes ses aptitudes. Et donc, en confrontant une batterie de souches de pleurotes, certaines résistantes, certaines sensibles, face à des trichodermas très virulents ou moins virulents, on avait comme ça en culture en boîte de pétri, tout simplement des résultats qui s'exprimaient dans le cas d'une résistance des pleurotes, par la formation d'une barrière de filaments mycéliens qui forment une espèce de cordon à l'interface entre la colonie de trichoderma et la colonie de pleurote. Et ces cellules-là sont bourrées de substances de type tannin qui bloquent en fait les enzymes des trichodermas et qui donc empêchent ces trichodermas de détruire les cellules et de se nourrir des cellules des pleurotes. Et cette ligne de confrontation se met plus ou moins en place selon justement la résistance des trichoderma ou la virulence non, pardon, la résistance des pleurotes ou la virulence des trichoderma. Et c'est un test qui est très valable parce que du coup, avec ma batterie de pleurotes et ma batterie mes échantillons de pleurote, mes échantillons de trichoderma, j'ai pu tester des souches commerciales chez des producteurs qui avaient des gros problèmes. Et en faisant les confrontations et en comparant, je m'apercevais que dans tous les cas, en fait, que j'avais testé, et il se trouvait que les souches commerciales étaient très sensibles, étaient devenues sensibles au trichoderma. L'hypothèse est celle-ci. L'hypothèse est que quand tu fais des bouturages successifs de ton mycélium, en conditions protégées, en fait, tu peux perdre des qualités naturelles de défense. Alors, c'est pas de la variation génétique, c'est de la variation épigénétique, c'est-à-dire le milieu de culture protégé, etc., peut faire en sorte que certains gènes de défense ne s'expriment plus. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de sénescence? Non, c'est plutôt, on entend plus parler aujourd'hui. Alors à l'époque, moi, l'épigénétique, je connaissais ça parce que dans mes cours Est-ce que tu peux l'expliquer juste avant de oui, continuer brièvement pour ouais, l'audience, s'il te plaît? voilà. Alors, en fait, je vais l'expliquer par un exemple que j'avais appris quand j'avais 20 ans, 24 ans, non, 27 ans, quand j'avais fait mon DEA. Donc, vous voyez, ça fait 40 ans. Quand j'avais fait mon DEA de phytopathologie, on avait des cours d'amélioration des plantes. Et on était à l'époque vraiment dans le plein boom des cultures in vitro.
les cultures in vitro, vous voyez, on prend des cellules d'une plante et on les cultive sur des milieux, dans boîtes de pétri, sur des milieux stériles, riches en tout ce qu'il faut pour que les cellules se multiplient. Ça forme des... Et donc, c'est ce qu'on fait aussi pour les champignons, en culture en boîte de pétri, c'est le même principe. Donc, on bouture en quelque sorte des tissus cellulaires. Et puis, quand on a suffisamment de tissus cellulaires, on met des hormones qui font que c'est à partir de ces massifs cellulaires, on reforme des appareils foliaires et des petits appareils racinaires. On reforme des petites plantes. Donc, on clone en fait. Et donc, on crée des plantes qui se ressemblent parce qu'elles ont toutes été multipliées à partir des mêmes cellules, en fait, du même massif cellulaire. Alors, on s'était aperçu en faisant des bouturages successifs que quand on régénérait avec les hormones là, à la fin des petits fraisiers, issus d'un fraisier mère, voilà, avant les différentes générations de clonage, on s'apercevait que ces fraisiers chopaient tous les pathogènes, les champignons qui passaient par là. C'est-à-dire que finalement, les plantes avaient perdu leur capacité de défense pendant ces générations de bouturage là. Parce que le bouturage, il se fait en conditions très protégées. Et on n'est pas dans la nature où il y a toujours les agressions qui vont stimuler les défenses naturelles des plantes. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? C'était pas attribué à une modification vraiment des gènes eux-mêmes, ce qu'on appelle des mutations génétiques. C'est simplement que certains gènes euh, qui s'expriment naturellement dans la nature, quand euh, les, le noyau cellulaire avec les gènes est dans une ambiance cellulaire euh, qui correspond à un milieu très protégé, eh bien, il y a certains gènes qui s'exprimaient naturellement dans la nature sont devenus silencieux du fait que le milieu est très protégé. Un exemple, c'est par exemple l'histoire de l'obésité. Parce que l'épigénétique, ça a été bien connu chez les plantes il y a très longtemps. Et puis, depuis 10 ans, moi, j'en entends parler dans le règne animal et pour l'humain. Si des gens qui sont en surpoids, enfin en obésité, par exemple, quand les gamètes sexuelles vont se former, les gamètes sexuelles vont se trouver finalement, les chromosomes, hein, l'ADN va se trouver dans des milieux cellulaires qui sont un peu déséquilibrés en sucre. Et ce qui fait que l'embryon qui va se former, le bébé qui va se former, aura beaucoup plus de cellules graisseuses, ce qu'on appelle des adipocytes dans ses tissus, qu'un enfant normal. Pourquoi? Parce que comme il s'est formé dans une ambiance riche en sucre, en fait, il aura tendance à s'adapter, en fait, cet être vivant, et donc à avoir plus de facilité de stockage des graisses, en fait. Et ce qui fait qu'il a une prédisposition pour l'obésité. Mais il n'y a pas eu D'accord, de variation génétique, et ça se fait en une seule génération. Alors que les mutations génétiques, ça prend beaucoup plus de temps. d'accord. Ok, très, ouais, Donc, très intéressant. ouais, c'est important. Alors, dans l'histoire du boutérage des mycéliums, en fait, ce dont je me suis aperçu, c'est que les sociétés productrices de mycélium, elles n'ont pas ces tests avec le trichoderma. Elles font pas ces tests-là. Pourquoi? Parce que le pleurote, c'est un sujet un peu annexe quand même par rapport au champion de Paris. Dans les volumes de production de mycélium, on n'est pas du tout dans le même ordre d'idée. Donc les sociétés qui font différents champignons, bon, les pleurotes, c'est pas forcément le truc sur lequel on va faire beaucoup d'efforts. Deuxièmement, quand on a un chercheur dans une entreprise, une personne qui a une thèse, qui a fait vraiment des études, souvent elle est prise par des tâches de production plus que par des tâches de recherche. Quant aux organismes de recherche, bon, par exemple à l'INRA, je leur en ai parlé à ces amis il y a 3-4 ans, et ils trouveraient intéressant qu'on mette en place dans les filières de production de mycélium et de pleurote et d'autres champignons, enfin le shiitake, etc., qu'on mette en place justement un, un process de qualité à travers toutes les étapes de la filière pour voir en particulier au début, est-ce que le mycélium il a des bonnes aptitudes
à la résistance au trichoderma. Est-ce qu'il a de fait aussi une bonne aptitude à la fructification? Donc ça a été mis en place, c'est-à-dire que l'épigénétique, quand tu boutures du mycélium longtemps, bon, tu n'es pas du tout dans des conditions de fructification, hein, tu es dans des conditions de multiplication mycélienne. Et donc, on s'est aperçu que certains producteurs, il y avait une production de blanc très importante, mais il n'y avait plus de fructification qui se produisait. Donc ça, typiquement, c'est un processus probablement de variation épigénétique. Et donc, quand ça a été alors, les producteurs de blanc vont dire, bah non, c'est pas nous, c'est le producteur de substrat qui fait pas bien son boulot, et à la fin, c'est le producteur de champignon qui fait pas bien son boulot. Donc, on se renvoie la balle. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument que le producteur de blanc vérifie lui-même la bonne aptitude à la fructification et la bonne aptitude à résister au trichoderme. Sinon, voilà, on va rejeter la responsabilité. Donc ça, pour l'instant, ça n'existe pas, hein. On n'est pas dans une démarche de process de qualité à travers toute la filière. Il faudrait le mettre en place. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais il faudrait déjà commencer par mettre en place une filière française de souche, parce que finalement, en France, Voilà, exactement. On a Oui, seulement ben, ça y est, Eurosubstrat et Lantane c'est du Chêne, quoi. c'est ça. Et oui, puis pour le mycélium, là, il y a par exemple un ami producteur de Champicreuse, ce sont des amis hein, qui tiennent ça. Ok, Et Champicreux se fournissait en mycélium en Espagne, à Pampelune, mais cette boîte a été rachetée par la multinationale Sylvan. oui. Ce qui fait qu'il y a CQA. il y a un monopole maintenant là-dessus, donc Ok. c'est un peu dommage, voilà, c'est un peu dommage. Oui, oui, carrément. Ouais. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour cette petite aparté sur le trichoderma et l'épigénétique, du coup, qui ont fait partie de tes études. Euh, Du coup, après, si je me trompe pas, tu as continué du coup sur un mémoire d'ingénieur qui portait donc sur l'écologie et l'économie. Donc là, on commence un peu à entrer dans le vif du sujet. Des cèpes en Mhm. Limousin. Voilà, c'est ça. Donc ça, voilà, il y a eu tout ce travail sur les cèpes. Bon, je passe les détails. Je suis devenu Euh, donc j'ai repris des études d'ingénieur agro à Toulouse et puis je cherchais un mémoire. Je savais que j'avais un peu oublié les champignons, bon je m'occupais d'autre chose et j'ai cherché un mémoire intéressant à faire en Creuse où j'habitais. J'avais ma famille en Creuse donc c'était un peu compliqué de faire des études à Toulouse. Donc du coup on habitait en Creuse et alors en Creuse il y avait c'était en 90, il y avait une chose extraordinaire comme il y avait dans tout le Limousin et toute l'Auvergne. Et puis dans d'autres massifs montagneux, les massifs avaient été reboisés, on va dire à partir des années 50-60, suite à l'exode rural. Ces massifs ont été reboisés en épicéa, principalement. Et un peu de chêne rouge et un peu de sapin pectiné aussi, en plantation, et un peu d'abies, de sapin de Vancouver. Mais principalement l'épicéa. Et puis, 20 ans après la plantation très dense, un genre 3000 plants à l'hectare, on s'est aperçu que dans certaines conditions, très souvent, on avait une production de cèpes extraordinaire. Et en 90, moi j'étais un petit peu, c'était l'année de la plus forte production de cèpes en fait en Limousin et en Auvergne. Pourquoi? Parce que les épicéas, justement, il y avait la plupart des épicéas avaient entre 20 et 30 ans. 30 ans, c'est l'époque où on faisait les éclaircies, normalement, et à ce moment-là, la production de cèpes s'effondrait. Donc tout ça, dans le village où j'étais, il y avait une épicerie qui collectait, pour vous dire, chaque année, c'est une petite épicerie, c'est un village de 300 habitants, collectait 20 tonnes de cèpes chaque année. Ok. Euh, et quant à la petite ville Vallière à côté, qui avait 1000 habitants, je me suis fait un ami là, qui était hôtelier, qui en saison collectait des cèpes. Il était à 50 tonnes.
par an. Ok. Et puis à Royère-de-Vassivière, qui est un très bel endroit avec un très beau lac. Aujourd'hui, évidemment, la Creuse n'a pas beaucoup changé depuis 40 ans, bien c'est amusant, intéressant. Eh bien, c'était 200 tonnes par an. Donc là, 40 ans plus tard, je suis retourné dans ce hangar et puis où il y avait 200 tonnes qui étaient stockées chaque année. Et là, quand j'y suis allé, il y avait 120 kilos. C'était là, le pic de production. Donc Ah ouais. voilà. Donc il y a toute une histoire autour de ça. Donc à l'époque, je discute avec cet ami Jean-Louis là, qui est hôtelier, qui me dit, Jean, tu cherches un travail à faire, ben, il y a un truc intéressant, c'est que les Douglas, les épicéas produisent beaucoup de cèpes, mais malheureusement, on est en train de les remplacer par les Douglas. Et le Douglas, à ma connaissance, ne produit pas de cèpes. Et donc, il y a un problème, c'est que cette ressource incroyable va disparaître. Sachant que cette ressource, sur le plateau de Millevaches creusois, il y avait un habitant sur deux euh, qui cueillait chaque année 200 kilos de cèpes. Donc ça veut dire que à 10 euros le kilo, vous voyez le truc. Bon, c'était en francs et tout ça, mais l'équivalent aujourd'hui, voilà, du champignon qui est cueilli, qui part direct sur le marché, qui n'est pas valorisé sur place. Bon, disons que le prix moyen de départ, c'est pour le cèpe de première catégorie, c'est-à-dire blanc sous le chapeau, pas encore jaune et pas encore vert, c'est au moins 10 euros. Donc, vous voyez, c'était quand même. Alors, quand tu as une famille de 5 personnes qui ramassent 200 kilos, on comprenait que c'était une ressource très importante pour le plateau de Millevaches creusois, c'est-à-dire la montagne creusoise, on va dire. Pareil en, en Corrèze, un peu en Haute-Vienne, et puis beaucoup dans le Cantal, du côté Auvergne, la Haute-Loire, etc. Donc c'était l'équivalent, chaque année, le Limousin produisait en quelque sorte, entre guillemets, hein, les forêts du Limousin produisaient 5000 tonnes de cèpes, première catégorie, c'est-à-dire blanc dessous, et puis l'Auvergne, pareil. Donc j'ai fait un mémoire, en fait, une enquête à partir des ramasseurs de champignons qui ramassent les champignons pour cet ami-là. Donc, il m'a donné, qui a contacté ces gens, et du coup, j'ai eu contact avec pas mal de ramasseurs qui ont accepté de m'emmener dans les bois, etc. Et comme il y avait des bons d'achat, les quantités étaient connues. Alors, c'était des faux noms, hein, c'était D'Artagnan, tout ça, je me souviens, mais c'était un collecteur de champignons, ça s'appelle comme ça, qui donnait des bons d'achat. C'était un des seuls. Tout le reste, la plupart du temps, c'était complètement au noir, tout ça. Jusqu'à ce que le fisc fasse une descente, la même année d'ailleurs, et confirme mes chiffres. C'est-à-dire qu'il y a eu des redressements fiscaux considérables à cette époque, bon, à l'échelle de ces entreprises, hein. Et j'ai discuté avec les gens du fisc qui m'ont expliqué que j'étais un peu en dessous de la réalité avec mes 5000 tonnes, quoi, voilà, en gros. Donc, Ok. à part, bon, ça c'est le côté économique, etc. Donc, pour expliquer, c'était des semi-remorques italiens qui venaient toutes les nuits pour embarquer les champignons, toutes les nuits, hein. C'était Ah oui. hallucinant. Parce que le climat était correct à l'époque, tout ça. Donc, la pousse des cèpes, ça durait un mois, quoi. Pendant un mois, c'était le balai des camions. Et donc, le domaine, voilà, c'est une économie en quelque sorte, un peu de pillage, hein, et d'exportation sans aucune valorisation sur place, malheureusement. Donc ça, c'est le revers de la médaille. Donc ça fait vivre des gens, mais il n'y a rien eu de construit. Et surtout, on n'a pas du tout renouvelé les forêts, on n'a pas réfléchi à la façon de renouveler les forêts, même si l'épicéa finalement n'avait rien à faire là, à cette altitude, et que il était juste de ne pas le renouveler. Par contre, on aurait pu, bon, ça c'est l'étude écologique qui l'a montré, la partie écologique du mémoire que j'ai faite avec l'INRA de Bordeaux, et un grand mycologue qui est à la retraite maintenant, qui s'appelle Jacques Guimberteau. Et tous les deux, on a pu potasser sur les hypothèses et comprendre pourquoi dans certains cas, il y a des cèpes sous les épicéas et que dans d'autres cas, non. Bah, en fait, c'est l'histoire du précédent culturel. C'est-à-dire, quand l'épicéa est planté sur un précédent favorable, c'est-à-dire en particulier là-bas des landes arborées
comprenant des essences pionnières que sont le bouleau et le pin sylvestre, plus donc ils sont des arbres qui se mycorhizent très facilement avec les cèpes et qui peuvent, une fois que le mycélium est installé sur le système racinaire de ces deux arbres-là, peuvent transmettre ce mycélium à des systèmes racinaires d'arbres installés à côté, en l'occurrence les épicéas qui étaient plantés à côté. Et puis il y a d'autres plantes qui semblent être très intéressantes, le genévrier commun par exemple, qui semble héberger aussi le mycélium de cèpe, et puis la calune, qui est une plante qui n'est pas du tout mycorhizée par le cèpe, qui est mycorhizée par d'autres champignons, mais les champignons de la calune semblent avoir un effet euh, euh, négatif sur beaucoup de champignons, excepté certains comme le cèpe. Donc, autrement dit, la calune a un effet un peu nettoyant par rapport à toute la diversité de champignons pour favoriser certains, dont le cèpe. Il y a la molinie fait pareil aussi. Si vous connaissez un peu des coins à cèpe dans des landes un peu humides où il y a de la molinie, c'est très favorable également. Donc c'est les mêmes effets, en fait. C'est des plantes qui émettent des substances qui sont en quelque sorte toxiques pour certains champignons mycorhiziens des arbres, mais pas tous. Donc, et le cèpe en particulier est favorisé comme ça par compétition. Ok. Donc là, ça marchait parfaitement et on avait jusqu'à 1 tonne hectare, hein. C'est un truc de fou, hein. Voilà. Ah oui, C'est des c'est tombereaux de considérable. sel, tombereaux de sel, dans les meilleurs cas. Et puis, dans d'autres cas, aucun cep. Et dans d'autres cas, des cèpes en limite de bois ou dans une seule partie. Quand on allait voir, on s'apercevait qu'en limite de bois, il y avait un, un peuplement de chênes, bouleaux, etc. Et donc, on a supposé qu'il y avait une mycorhization qui se faisait à partir de la lisière d'arbres qui étaient mycorhizés. Et donc, de proche en proche, les arbres de la plantation vont pouvoir se mycorhizer. Mais dans le temps, dans les 20-30 ans, la mycorhisation ne pouvait pas aller jusqu'à l'autre extrémité du bois. Voilà, ça restait à proximité de la lisière. Donc tout ça, ça amenait des hypothèses. On n'en était pas encore à faire des prélèvements pour voir quel type de champignons il y avait dans les sols et sur le système racinaire. Avec la biologie moléculaire, on faisait pas ça vraiment encore à l'époque en routine. Donc, on s'est contenté de faire des hypothèses, dire voilà, si vous voulez avoir des cèpes dans un bois, voyez, mettez des essences pionnières, pin sylvestre, bouleau, par exemple, et seulement ensuite, ou en association, mettez des essences productrices que sont, par exemple, l'épicéa ou le sapin, voire le chêne pédonculé, bon, qui est assez pionnier, mais moins que le bouleau. Donc voilà. Ok. Super intéressant, du coup, ce mémoire. Ok. Et du coup, ça t'a amené, du coup, par la suite, à continuer, donc, à développer des projets en mycosylviculture, du coup. Ça, Alors, c'était... ouais, c'est Vas-y, ça. pardon. Alors, non, non, je te remercie de reprendre le fil. Oui, je suis très bavard, hein, comme tu l'as remarqué, donc il Pas de faut souci, me c'est cadrer très un petit peu. intéressant. Non, non, c'est gentil. Oui, en fait, du coup, j'ai repris des études d'agro et j'ai fait une école de fonctionnaire à Dijon pour finalement être ce qu'on appelle ingénieur d'agronomie, et non pas agronome. Et d'agronomie, c'est un corps de fonctionnaires et qui était destiné un petit peu à enseigner dans les lycées agricoles, ce qui m'est arrivé avec plaisir. Donc, j'ai enseigné en gros 20 ans dans l'enseignement agricole dans le sud-ouest, j'étais à Vic en Bigorre, donc c'est dans les Hautes-Pyrénées. Et du coup, pendant 5 ans, j'ai enseigné, et puis il s'est trouvé qu'un directeur régional de l'enseignement agricole, ayant appris que je m'étais intéressé au CEP et venant de la Corrèze, m'a proposé miraculeusement de travailler à mi-temps, de travailler à mi-temps sur les CEP. À moi de trouver la façon. Et il s'est trouvé que donc j'avais un statut en or, une sorte d'agrégé de l'enseignement agricole à mi-temps, et à mi-temps, j'ai pu m'occuper de ça. Et donc, il se trouvait en même temps que l'INRA de Bordeaux travaillait avec des propriétaires privés
et en particulier des propriétaires privés qui étaient mobilisés par des chambres d'agriculture, par exemple à Dordogne, pour travailler pour essayer alors, de développer déjà un projet de plan mycorhizé qui a marché pas vraiment, mais aussi d'étudier l'écologie des ceps et en particulier le fonctionnement, le développement des fructifications en lien avec le climat. Ce qui fait que moi, j'ai travaillé là 5 ans, 10 ans, 10 ans, je veux dire, sur ce thème-là. C'est-à-dire, on avait des parcelles de suivi dans lesquelles on avait des appareillages météo, donc des stations météo, et en particulier thermomètres et tensiomètres, c'est-à-dire des petits engins c'est des sondes en fait qu'on met dans le sol à une profondeur voulue pour qu'on comprenne le phénomène biologique qu'on souhaite. Et donc, dans l'occurrence, pour savoir ce qui se passait pour les cèpes, on était plutôt en surface, entre 5 et 15 cm. C'est des sondes qui font à peu près 10 cm, donc on les plante entre 5 et 15, par exemple. Et donc, ça permet de suivre l'humidité du sol, les variations d'humidité du sol suite à des pluies ou à des périodes de sécheresse. Et pourquoi? Et puis les températures. Pourquoi? Parce que ce sont deux facteurs on le devine, hein, qui sont très importants pour comprendre le processus de fructification. Et en particulier, et bien sûr, on suivait les pluies. Et on avait comme ça moins une vingtaine de sites très étudiés. Partant, on a pu voir que la, la pousse de cèpe, c'est pas la lune, c'est pas, même si peut-être la lune intervient sur la qualité des champignons, sur d'autres facteurs, mais ça vient en second dans tous les cas. Non, le facteur premier, semble-t-il, enfin, c'est pas semble-t-il, c'est prouvé, on a fait des statistiques, c'est la pluie. Mais il faut que la pluie entraîne une variation suffisante de l'humidité du sol. Donc, tu peux avoir une pluie importante, mais si elle ruisselle sur le sol, bah, ça ne marche pas. Il faut vraiment qu'il y ait une variation de cette humidité assez importante. Donc, les chiffres sont connus, tout ça. Et donc, par contre, il faut pas que si la température remonte au-dessus d'une certaine température, en l'occurrence, pour les cèpes d'été et têtes de nègre, pour le cèpe de Bordeaux, on n'a pas tout à fait précisé la température, mais pour le cèpe d'été et le tête de nègre, si ça remonte à 27 degrés, c'est foutu. C'est-à-dire le processus de fructification est arrêté. Donc, tout ceci, ça a permis de comprendre euh, pourquoi les cèpes poussent, pourquoi ils poussent pas en fait. Et donc, ça permet d'avoir la connaissance de ces effets de météo qui font que quand tu gères un bois pour avoir des champignons, si tu n'en as pas, ça peut être lié à ta gestion, mais ça peut être lié au climat. Donc, au moins le facteur climatique, on peut le maîtriser. Enfin, on peut le maîtriser de certaine façon, mais surtout on peut le connaître, on peut le comprendre. Et D'accord. voilà, en gros. Et donc, également, on a fait ces 10 ans d'études, ça a permis de vraiment savoir voilà, quelles sont les bonnes essences, quels sont l'âge des essences favorables, les âges favorables. euh, voilà. Et Ok, donc, c'est ça. d'accord. Et alors du coup, enfin, je pense qu'on on n'a pas commencé par la fin, mais presque. Mais du coup, alors je pense qu'il y a une très grande majorité des gens qui comprennent ce qu'est la mycosylviculture, mais est-ce que toi, tu pourrais comment dire, nous en délimiter du coup le champ d'études? Oui, Tu nous as parlé donc c'est ça. de la production de champignons, mais est-ce que tu pourrais aussi nous parler de son association du coup avec la production de bois? C'est ça. Alors oui, là, vous l'avez compris, je parle de ce réseau d'études, on était d'une part focalisé sur la production de champignons un peu, hein, et d'autre part focalisé sur les cèpes. Pourquoi? Parce que bah, dans le commerce français, champignons sauvages, c'est 90% des champignons en réalité, ce sont les cèpes. Contrairement à l'Espagne où on est 50%, on va dire 45% cèpes, 45% lactaires orange. Hein. Il y a lactaire délicieux, mais il y a d'autres lactaires.
et puis 10% d'autres champignons. En France, on est vraiment 90 pour les cèpes et 10% d'autres champignons, en volume, hein. Donc, pas, du point D'accord. de vue économique, et puis le cèpe, c'est un champignon qui a des vertus nutritionnelles incroyables. Ça, je pourrais en parler tout à l'heure. Parce que à l'époque, je l'ignorais, hein. Je savais que c'était intéressant, mais sans plus. Mais en fait, c'est un champignon fabuleux. Donc, ça vaut le coup. Et d'autre part, le cèpe, il y a une communauté de champignons qui vivent souvent dans la plupart des forêts qu'on connaît chez nous, qui sont associés au cèpe. Et donc, si ça marche pour les cèpes, ça va marcher aussi pour les autres. Donc, on va développer un modèle qui marche pour les cèpes et du coup, on aura les autres aussi, en particulier les girolles, etc. Donc, ça explique. Mais là, on était focalisé. Et ce qui s'est passé, c'est quand je vais reprendre un petit peu l'histoire. En 2008, 2007, j'étais toujours au lycée agricole de Vic, là, et on me propose de présenter à Montpellier dans un congrès d'un projet européen, l'écologie des cèpes, et là, je présente mon truc, et là, je rencontre Fernando Martinez Peña, qui nous présente quelque chose d'extraordinaire à nos yeux, de toute l'Assemblée, là. Il nous présente un projet qui se tenait en Castille et Léon. C'est la plus grande province espagnole, c'est pas la plus peuplée, mais c'est la plus grande province espagnole là, du est, ouest, sud-ouest de l'Espagne. Là. Il y a Salamanque, Burgos, tout ça. Et lui, il parle en particulier d'une petite province, c'est un département, c'est l'équivalent d'un département, la députation de Soria. Soria, il y a la ville. Qu'est-ce que c'est Soria? C'est un département très rural avec une ville de 30 000 habitants, très belle. Euh, bon. Mais autour, c'est des bois, des champs et il n'y a personne. Il y a des villages déserts, il y a rien, quoi, en gros. Il n'y a rien. Enfin, c'est très beau, mais il y a pas d'activité économique, etc., hormis la forêt et l'agriculture. Et les gens veulent développer le tourisme, ils ne savent pas comment faire, parce qu'en automne, il n'y a pas un chat là-bas. Il y a un peu de tourisme en été, mais il vient visiter la ville, mais en hiver, en automne, hiver, il y a personne. Et donc, on imagine le groupe des développeurs qui se baladent dans les champs et qui se disent, mais il y a les champignons. Et à partir de là, en 20 ans, ils ont bâti un truc incroyable de mycotourisme. Et en particulier, il y a un réseau dans ce département, il y a un réseau de restaurants mycologiques, il y en a peut-être une cinquantaine, qui ont toutes le label, la plaque à l'entrée, etc. Et en automne, c'est plein. Les gens d'Espagne viennent de plein de régions pour cueillir des champignons. Donc il y a tout un système, c'est à l'espagnol, hein, c'est pas transposable, mais il y a un système de cartes qui est bien vécu parce que l'argent sert aussi à la gestion forestière. Et puis c'est pas très cher en fait, et ça permet voilà, de gérer carrément la ressource à la fois de bois et à la fois de champignons. Et donc, avec Fernando, on s'est dit, écoute, on va monter un projet européen, on ne savait pas faire. Moi, j'avais du temps pour ça, donné par ma direction, quoi. Et donc, on a monté un projet européen qui s'appelle Mycosilva, qui a démarré et on a été reçu. 10% de chance, hein, c'était un peu inattendu. Et enfin, 1,5 million d'euros de budget, comme ça, pour travailler à plusieurs organismes partenaires, Portugal, Espagne, France, pour développer un projet. Et le projet en question, c'était en gros réunir des scientifiques de tous les pays qui s'intéressaient aux champignons comestibles, les réunir dans des bois. Donc, on faisait des colloques, on allait dans des bois en Espagne, Portugal, etc., pour étudier le bois. Alors, pas vraiment l'étudier parce que, enfin, il y avait une petite préétude, mais les bois étaient connus. C'était surtout pour réunir sur le terrain les connaissances. Parce que c'était pas un projet de recherche, c'est plus un projet de mise en commun de connaissances. Et donc là, on a développé le concept de mycosylviculture vraiment. Parce que jusque-là, la mycosylviculture, le mot même n'existait pas vraiment. C'est sans doute parti du Québec, mais avec une connotation produit du bois et des champignons. Alors que nous, on a commencé à travailler sur l'idée, mais non, les champignons, il y a les champignons comestibles, il y a les autres, et en fait, même les champignons comestibles, comme les cèpes, ils ont des fonctions écologiques très très importantes. Un arbre ne vit pas tout seul. Un arbre, c'est au moins 100 espèces de champignons symbiotiques, mycorhiziens, associés à ses racines. Qu'est-ce qu'ils font? Ces champignons, bah, d'une part, ils vont chercher l'eau,
surtout dans les sols secs, parce qu'à ce moment-là, les poils absorbants fonctionnent pas, presque pas. Donc, c'est les mycéliums qui ont une capacité bien supérieure de capter l'eau dans les sols secs. Euh, D'autre part, les mycéliums vont permettre de mobiliser le phosphore. Les sols forestiers sont pauvres en phosphore, donc ça va ensemble. Plus un sol est pauvre, bah, plus il y a de champignons, en fait. C'est une adaptation naturelle comme ça. Et puis encore, les champignons participent à la protection des arbres contre les pathogènes. Et puis encore, il y a des histoires d'hormones, de régulation de la fermeture des stomates des feuilles et du composant des sèves, composition en eau des sèves selon la période de sécheresse ou de pluie, etc. Et puis surtout aussi, il y a une relation qui est faite via les mycéliums entre les arbres. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette relation? Pourquoi ces relations mycéliennes entre les arbres? Bah, pour finalement permettre des synergies. On peut avoir un arbre qui souffre qui souffre de la sécheresse et du manque d'eau. Peut-être il va recevoir de l'eau de l'arbre voisin grâce aux filaments mycéliens. On va avoir des échanges de carbone, des produits de photosynthèse, des échanges de minéraux, etc. Autrement dit, la forêt, c'est un ensemble. C'est pas des arbres isolés, en fait. Et un arbre n'existe pas tout seul. Est-ce Donc qu'on on peut a... dire que, Oui. pardon, est-ce qu'on peut dire que c'est un seul organisme presque la forêt du coup Voilà, quand tu nous... c'est l'histoire. Hein. Bon, alors ça, c'est très à la mode, hein, Avatar, tout ça. C'est vraiment le truc, mais c'est la réalité. Et donc, c'est quelque chose qui a été un petit peu démocratisé à travers le bouquin de Forestier allemand là, et l'intelligence des arbres. En fait, on devrait dire l'intelligence de la forêt, parce que pourquoi les arbres et pas les champignons? Donc, c'est l'intelligence commune, en tout cas, des arbres et des champignons. Ça vit ensemble depuis toujours. Ça ne serait pas possible sinon. Et il y a des mécanismes de régulation qu'on commence à peine à découvrir. C'est-à-dire, les champignons vont régler, en fait, on s'aperçoit de cela, vont régler les flux de sève entre les arbres. À un moment donné, la sève, elle coule par là, à un moment donné, hop, là. Enfin, des flux de sève, pardon. Les flux de contenu, parce que les filaments mycéliens, il faut imaginer que ce sont comme des tubes très fins. Et là-dedans circulent des liquides cellulaires qui sont reliés au vaisseau de sève, en fait, directement, mais au vaisseau de sève des arbres. C'est comme s'il y avait un truc continu, en fait. Donc, c'est comme ça, c'est incroyable à imaginer. Donc, en fait, la sève elle ne circule pas que dans un arbre, il faut imaginer ça, comme si on avait un flux qui circulait partout. Et donc, il y a de la régulation, d'une part, des arbres et des plantes herbacées aussi. Parce que les arbres, les arbustes, les plantes herbacées sont reliés. On s'aperçoit de ça maintenant. Sachant qu'on ne pensait pas cela avant, parce qu'il y a différents types de champignons mycorhiziens. Et dans nos forêts, les arbres ont certains types de champignons mycorhiziens, les cèpes, les girolles, etc. Et les plantes herbacées ont d'autres champignons. Mais en fait, tu as des arbres qui ont les deux types. Donc, ça fait les ponts entre les deux mondes de champignons mycorhiziens. Tout est relié. Donc, la forêt, effectivement, comme tu le dis, c'est un seul organisme vivant, en fait. Alors, quand on a un arbre isolé au milieu d'une prairie, c'est pas tout à fait pareil. Mais dès qu'on a une forêt, on a un seul organisme, quoi. Donc, ce sont des fonctions majeures, mais comme c'est ignoré, on peut le dire. C'est-à-dire que, donc, collectivement, on a essayé de dire, voilà, la mycosylviculture, c'est pas que produire des champignons. Parce que si c'est que produire des champignons, bah, vous reproduisez les épicéas à touche-touche euh, dans les conditions qu'on a connues et vous aurez des tonnes de cèpes. Le problème, c'est que ça va pas durer et que ce qui a marché à une époque avec un certain climat, bon, de toute façon, ça ne marchera plus. Et puis, le fait d'avoir beaucoup, beaucoup de champignons à un endroit, on s'est aperçu avec des mycologues très connus et des spécialistes de la biodiversité, spécialistes des sols, qu'on travaillait ensemble, on s'est aperçu que c'était un très mauvais signe. C'est-à-dire que c'est un petit peu, vous épuisez une ressource, vous épuisez un sol, il y a un déséquilibre de l'écosystème. Il vaut mieux miser sur une production beaucoup plus faible, c'est-à-dire 30-40 tonnes, c'est déjà pas mal, de bons champignons comestibles, mais qui va pouvoir durer dans le temps, avec un renouvellement des essences, une diversité des essences, etc. Donc ça, on peut y revenir un tout petit peu sur la question. Complètement. Alors,
Ouais, donc pour finir cette histoire-là, donc on a commencé à faire des bouquins, puis on a eu un deuxième projet dans la foulée qui s'appelait Myco Silva Plus. C'est comme ça qu'on on écrit habituellement dans ces projets européens. Donc il s'est fini en 2015. Et sur la base de ces deux Myco Silva, on a écrit ce bouquin. On a produit pas mal de trucs, mais en particulier ce petit bouquin Territoire mycologique que vous pouvez récupérer. Donc c'est Educagri, hein, sur Internet, il est pas du tout épuisé, hein, je crois. Vous pouvez récupérer ce livre et là il y a Non, il est dedans, pas épuisé. Il est pas épuisé, non, je confirme, ouais. il y a toute une partie donc là qui est sur la gestion. Il y a un guide de gestion où on est un guide de diagnostic et de gestion. C'est-à-dire dans ce bouquin, on a repris on a un principe de 10 facteurs à regarder qu'on peut étudier avec un technicien forestier ou soi-même si on a un minimum de connaissances et dire, bon, OK, ce facteur-là, il est très bon, ce facteur-là, il est moins bon, donc comment faire pour l'améliorer, etc. Donc c'est à la fois un guide de diagnostic, mais qui donne des pistes pour améliorer son histoire, quoi. Euh, Ça, c'est 2015. Depuis, on a évolué pas mal, hein. C'est-à-dire, je vais te Il y arrêter a de quand même parler. déjà une très bonne approche dans ce bouquin, je dois dire. Et d'ailleurs, on peut signaler que c'est toi qui as réalisé les aquarelles qui sont présentes dans le livre. Oui, 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 voilà. Les aquarelles, c'est pratique pour. Alors, ce sont des dessins aquarellés, hein, c'est pas des grandes œuvres d'art, mais c'est pratique pour illustrer. C'est mieux que des photos, hein, donc voilà. Oui, notamment les facteurs, oui. Donc c'est utile pour ça. Euh, c'est utile aussi pour sensibiliser, parce qu'il y a les propriétaires aussi, mais ce qui est intéressant évidemment, c'est d'arriver à sensibiliser les décideurs, les développeurs, ceux qui ont des grandes forêts mais qui les gèrent pas eux-mêmes et qui confient ça à des gestionnaires qui n'ont pas de connaissances en écologie. Donc on a fait cet effort-là d'essayer de diffuser de l'info. Et dans ce bouquin, on trouve aussi un petit peu des exemples de projets de développement, de projets économiques, alors autour du tourisme et autour de la gastronomie, de la restauration, etc. Donc ça donne un petit éventail des possibles qu'on peut, en tout cas en 2015, qu'on avait en tête et qui étaient effectivement réalisés, puisqu'on a des exemples concrets de réalisation de projets économiques en fait, hein, à la fois en France, assez peu quand même, en Dordogne. Là, on présente un petit projet aussi dans les Hautes-Pyrénées de mémoire. Mais Oui, c'est surtout en Espagne qu'il y a un gros travail de fait qui continue, puisque là, j'étais ce matin à relire un mail de Fernando Martinez Peña qui envoyait à Régis Marcon, restaurateur 3 étoiles, une invitation à un congrès gastronomique à Soria qui se tiendra en début novembre, où seront présentées finalement des différentes choses sur la gastronomie, la nutrition. Moi, j'irai présenter une roue des arômes qu'on a réalisée avec mon fils, qui est médecin nutritionniste en fait, pour le compte d'une entreprise qui commercialise des champignons séchés en grande quantité. C'est la plus grosse en Europe, hein. Et donc, ils nous ont commandé une étude voilà, sur les arômes des champignons et aussi sur la nutrition. Voilà, donc j'irai présenter aussi quelques éléments de nutrition, faire de qualité nutritionnelle des champignons et de la façon de les valoriser à travers une cuisine adaptée qui massacre pas tout, quoi, les protéines, etc. Comme c'est souvent le cas malheureusement. Donc il y a une cuisine qui était vraiment adaptée pour valoriser ces aliments qui sont en fait très précieux, enfin certains champignons. d'accord, d'accord. Et pour revenir au contenu du livre, du coup, ouais, vous nous parlez tous les deux donc des facteurs à observer dans la forêt pour savoir où est-ce qu'elle en est mycologiquement au niveau de sa santé, de son développement. Du coup, alors les pratiques mycosylvicoles, elles s'appliquent uniquement à des forêts en fait qui sont préexistantes, ou est-ce qu'il y aurait la possibilité de commencer, de créer
une forêt en réfléchissant avant ça, avant la création même, finalement, l'implantation donc d'un projet mycosylvicole, c'est-à-dire une forêt qui va pas forcément servir qu'à produire du bois, mais qui va également pouvoir, par exemple, servir à produire certains champignons. Est-ce que ça, c'est possible? Et si c'est possible, finalement, quelles seraient les contraintes à prendre en compte? Oui, oui, oui. Alors, euh, la mycosylviculture sur des forêts existantes, donc effectivement, il y a le guide va donner des pistes, hein, pour résumer. Euh, pour résumer, en fait, on a découvert, on a affirmé, on a pu affirmer qu'en fait, la- finalement, les bons comestibles qu'on ramasse, qu'on cueille, sont aussi des comestibles qu'on est habitué à cueillir depuis très longtemps. Évidemment, on n'a pas. Ah, pourquoi je dis ça? Il y a des pays, par exemple, où les gens ne ramassent pas les cèpes. Et d'ailleurs, bon, maintenant, ça n'existe plus beaucoup, mais parce que les collecteurs de champignons sont allés voir un peu dans tous les pays de l'Est, etc. Mais il y a 30, 40 ans, il y a des coins de France, par exemple le Morvan, je me souviens m'être baladé, j'avais une trentaine d'années, les gens ne ramassaient pas les cèpes, quoi. Donc, il y en avait partout, sous les épicéas. Voilà. Donc, mais quand même, c'est un champignon qui est connu depuis longtemps, de même que les girolles, les trompettes des morts, etc. Et en fait, on s'aperçoit que ces champignons qu'on cueille depuis toujours, ce sont des champignons de forêt ouverte, souvent très exploité, ce qui était le cas quand l'agriculture était très présente dans les territoires ruraux. Voilà. Et donc il y avait des cèpes dans les haies, dans les bosquets très ouverts, très rajeunis, etc. Autrement dit, ce sont des champignons qu'on peut dire, on peut appeler des champignons pionniers, de milieux pionniers, de forêts jeunes. Et donc, un des principes de la mycosylviculture, c'est de rajeunir constamment les forêts, mais d'assurer un mélange de jeunes arbres et d'arbres âgés. Donc ça, c'est un élément très, très, très important. Si vous n'avez que des arbres jeunes, bah, ces arbres jeunes, ils vont vieillir, donc le système va s'arrêter, ou là, en tout cas, la production va diminuer. Donc l'idée, c'est d'avoir une gestion qu'on appelle irrégulière. Donc on rejoint là les préconisations de toute une frange maintenant de la forêt, euh, qui préconise d'arrêter les systèmes de forêt homogènes, tous les arbres d'une seule essence, d'un même âge, mais au contraire d'aller vers une forêt diversifiée. Donc, diversifiée en termes d'âge et aussi diversifiée en termes d'essence, et en particulier, ce qui est très intéressant, et je vais venir à la plantation après, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir un mélange d'essences pionnières et d'essences qui ne le sont pas. Les essences pionnières, je citais tout à l'heure bouleau, pin sylvestre. Ça peut être aussi oui, le chêne pédonculé est assez pionnier, par exemple. Et à côté de ça, on va favoriser des essences moins pionnières, par exemple le hêtre, par exemple le sapin, etc. Et ce qui fait que, pourquoi? Parce que ces essences non, moins pionnières, les essences qui viennent en dernier dans les écosystèmes, qu'on appelle des dryades, en fait, c'est les essences qui sont aussi les plus productives, a priori, hein, en champignons. Euh, bon, pas forcément, parce qu'il y a des forêts de chênes qui sont très productrices, mais souvent, le mélange avec des dryades fait qu'on a une très belle production. Donc, si on a l'ensemble, on a le côté pionnier qui est là avec les essences pionnières, qui est, semble-t-il, très intéressant. Le bouleau est une essence très intéressante en mélange. Ouais. Donc, on est très loin de l'idée, il faut avoir une seule essence productrice pour. Voilà. Alors, par rapport à la plantation, bah, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire vous partez d'une prairie, si vous partez d'une prairie, par exemple, qui n'a rien à faire avec il y a pas de plantes, il n'y a pas d'arbres encore qui portent ces mycéliums de champignons. Et donc, comment planter? Bah, le principe, c'est de mettre des essences pionnières. Alors, si on avait des plants mycorhizés fiables, on dirait bah, planter des plants mycorhizés, mais on n'a pas ça pour les cèpes, on a ça pour le bolet jaune et les lactaires délicieux ou lactaires sanguins, mais c'est tout pour l'instant. Et peut-être c'est aussi bien comme ça, parce qu'on a une façon naturelle de produire des champignons, c'est de reproduire
des écosystèmes dont on sait qu'ils marchent très bien parce on l'a vérifié dans le passé. Donc vous êtes sur une prairie, vous allez planter d'abord des essences pionnières. Euh, Comme essence pionnière, bah, ça tombe bien, elles résistent. Enfin, ce sont des essences de pleine lumière qui souvent résistent à la chaleur parce que ça va se poser de manière drastique dans l'avenir, hein, comme tout le monde sait maintenant. C'est un des gros problèmes de la plantation, hein, c'est planter des petits arbres en plein cagnard, là, ça va devenir quand même très problématique, mais au moins des essences pionnières, on peut supposer qu'elles vont tenir le coup mieux que d'autres. Et seulement dans un deuxième temps, éventuellement, vous allez planter les essences dont vous espérez qu'elles vont produire vos champignons. Donc, vous reconstituerez comme ça ces mélanges qui sont favorables, qui sont connus. Alors, quel mélange? Alors là, le grand principe, c'est la bataille en ce moment, c'est-à-dire comment adapter les forêts au changement climatique. Parce que on peut pas faire l'impasse de ça, évidemment, se focaliser sur les champignons et oublier cet aspect-là. Donc, un des principes, c'est de, de chercher des mélanges d'essences dont certaines sont des essences locales qui correspondent à ce qu'on appelle l'habitat naturel, c'est-à-dire la végétation qui s'installerait naturellement à cet endroit. Euh, donc, il faut regarder ce qu'il y a juste à côté, etc., s'inspirer de ces essences-là et donc de conserver cette diversité, s'il y a des sorbiers, etc. Et d'introduire au milieu de tout cela, d'introduire des essences dont on pense qu'elles sont pas mal adaptées au climat, même si elles font pas partie de la composition naturelle des peuplements qui sont là naturellement. Donc, ça dépend des endroits. Il faut regarder. Donc, il y a un diagnostic à faire par rapport à, d'une part, la végétation naturelle, et puis d'autre part, en fonction du climat local, de l'exposition de la parcelle, etc., qu'est-ce qu'on va pouvoir préconiser comme essence? Alors là, les organismes forestiers, ils ont de la donnée là-dessus. On peut aussi s'appuyer sur eux, le CRPF en particulier, hein. Et puis, voilà. Mais deuxième partie, c'est le sol. Donc, je parlais d'exposition. Donc, avec une équipe, on a une petite équipe, nous, pour vous donner un peu l'exemple de la façon dont on travaille. On est une équipe de quatre, là. On a un spécialiste des sols, un grand spécialiste des sols et des champignons. Ça fait 10-15 ans qu'on bosse ensemble. Il y a un spécialiste de la modélisation du climat des parcelles. C'est-à-dire que on peut, à l'échelle d'un territoire, faire une cartographie de ce qu'on appelle les unités fonctionnelles de sol. Donc, c'est quoi ce truc? C'est une parcelle d'un territoire. Alors, une parcelle, c'est quoi? Ben, ça peut être un hectare, par exemple, va se caractériser par une certaine exposition et donc un certain rayonnement solaire. Donc, on peut calculer, on a tout ce qu'il faut comme outils informatiques, etc., et modèles, pour calculer la quantité de rayonnement solaire qui va arriver sur la parcelle. D'autre part, cette parcelle, dès qu'il y a une pente, même très faible, elle va potentiellement recevoir de l'eau qui vient d'au-dessus, ou au contraire, si c'est une parcelle située en haut de coteau, elle va plutôt connaître un drainage vers le bas. Donc, autrement dit, dans un territoire, si on est en bas de pente, ben, on reçoit de l'eau, si on est en haut, on perd de l'eau, et quand on est au milieu, ben, on est en situation intermédiaire. Donc, on va pouvoir calculer en fait la quantité d'eau en quelque sorte dont cette parcelle va bénéficier au fil de l'année. Donc, on cartographie les écoulements d'eau comme ça. Donc, ça, c'est très, très important. Je pourrais y revenir. L'histoire de l'eau, c'est majeur hein, dans l'histoire. Et puis, bien sûr, on a la nature du sol, c'est-à-dire est-ce qu'on a un sol profond, pas profond, etc. Ça, c'est majeur aussi, parce que pour avoir une belle production de champignons, en fait, il faut avoir deux horizons de sol euh, qui, qui ont des porosités très différentes. C'est-à-dire, on a un horizon superficiel qui est très poreux, un horizon en dessous qui est un peu moins poreux, et donc l'eau va traverser l'horizon poreux, va buter contre l'horizon moins poreux, ça va créer une lame d'eau, et ça va être favorable au déclenchement de la fructification. Euh, Troisième, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a euh, donc l'eau, l'exposition L'exposition. et
Et puis le rayonnement solaire, non, bah voilà, on a défini notre histoire et la nature du sol, hein, voilà. Donc on a à ce moment-là une caractérisation de ce que d'aucuns appelleraient des stations, mais là on a une caractérisation des parcelles, du climat des parcelles très fine. Et à partir de là, on peut dire, bah voilà, si vous voulez avoir des champignons plutôt d'endroits secs, par exemple comme le Boletus spinophilus, qui aime les endroits drainants et secs. Mince, j'ai oublié de fermer ça. Eh bien, mettez-vous plutôt en exposition sud, etc. Par contre, vu le changement du climat, on a tendance à se dire les expositions sud qui étaient autrefois favorables, maintenant il vaut mieux éviter, euh, etc. Donc c'est un diagnostic en fait pédoclimatique, hein. Et puis on fait le deuxième diagnostic, c'est la végétation, et à partir de là, on peut dire, bah voilà, on vous préconise tel type de plantation, tel type de peuplement. Ok, Euh, ok, pour vous rassurer, parce que ça paraît compliqué, le diagnostic topo-pédo au climat, ça prend 2 jours et ça peut se faire même à distance, parce que les sols sont connus, les cartes de sol, il y en a, et toutes les sortes de rayonnement, etc., on a des modèles, on peut faire ça à distance. Ça peut être fait à distance, donc c'est pas forcément un diagnostic très coûteux et très complexe, hein, à faire. d'accord. Bah, super intéressant. Merci pour ces infos. Alors, j'ai une petite question qui est un peu parallèle. Enfin, en gros, euh, est-ce que tu penses que, du coup, tu nous parlais de euh, quand tu étais dans le Limousin, de tous ces arbres qui étaient plantés très serrés et qui finissaient en coupe rase, si je dis pas n'importe quoi. Est-ce que tu penses en fait il serait possible de faire de la mycosylviculture en plantant une forêt disons de trogne, tu vois, genre des arbres qui pourraient servir qui resteraient racinés, qui seraient pas coupés à Oui, ras, mais qui seraient coupés en parties, dont on prélèverait le bois, étant donné que la coupe des parties aériennes, ça influence la taille des parties racinaires. Est-ce que ce serait oui. possible de donner un long terme à cette pratique? Bah, c'est l'histoire en fait, ce que tu décris par exemple en Dordogne, c'est ce qui a été préconisé. Enfin, on s'est aperçu que le balivage, donc le balivage, c'est quand on a euh, un taillis de châtaignier, donc c'est des cépées, hein, on a des tiges qui partent d'un même pied. Et donc, la coupe rase de ces taillis, c'est tous les 30 40 ans, on coupe tout et ça repart. Donc là, quand on fait ça, on s'aperçoit que on va retrouver une production de cèpes et d'autres champignons d'ailleurs, de girolles en particulier. On va retrouver une production à partir de 12 ans, 10 12 ans d'âge de tige. Et la production va monter jusqu'à pendant 10 ans. Et puis les tiges grandissent, la production diminue. Et puis à 40 ans, on coupe et on refait. Donc les vergers, les taillis de châtaigniers comme ça, qui sont issus de vergers autrefois, hein, souvent, les vergers n'ont pas été entretenus et puis on a commencé à transformer les vergers de châtaigniers fruits en taillis de châtaigniers bois, quoi. Et donc, au bout de 3 4 révolutions, ça s'épuise, hein. On est d'accord, hein. Les tiges sont moins grosses, voilà. Donc, il faut renouveler ça. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui parce qu'il faudrait refaire ces taillis, réenrichir les taillis avec d'autres essences, etc. Donc, ça, c'est pas durable. Systèmes qui ont été mis au point en Italie sur le châtaignier, et aussi, pas sur le châtaignier, je dis des bêtises, c'est sur le hêtre. On peut traiter le hêtre en taillis aussi. C'est-à-dire, vous savez, ça rejette très facilement de touche, et donc on laisse quelques tiges comme ça, et puis pareil, tous les 40 ans, etc. Donc il y a une région qui s'est spécialisée sur le cep et le tourisme autour du cep, dans le Piémont, et euh, donc ils ont calculé qu'effectivement on avait 20 kilos à l'hectare en moyenne, mais on avait en fait 100 kilos pendant un certain nombre d'années de la même façon entre 10 ans et 20 ans, et puis qu'après ça diminue, etc. Donc sur l'ensemble des 40 ans de la Révolution, on est à 20 kilos par an. Donc c'est pas mal.
Et économiquement, ils ont développé tout un truc autour de ça. Alors, nous, ce qu'on leur avait dit, c'est ne faites pas ça, ne faites pas ça parce que c'est pas durable. À un moment donné, vous allez épuiser vos souches. Puis en termes de biodiversité, c'est vraiment pas bon, quoi. Donc, faites plutôt, laissez, faites du balivage sur la plupart sur certaines souches, en tout cas, un certain nombre de souches. C'est-à-dire que vous laissez une seule tige, et celle-là, vous allez la laisser vieillir, vieillir, vieillir jusqu'à plus longtemps possible. Donc, vous allez avoir des grands arbres, et au milieu, vous avez votre histoire de taillis. C'est-à-dire que vous avez quand même une diversité. Et en plus, ces grands arbres vont assurer un ombrage. Et avec cette diversité aussi, vous n'allez pas faire que votre production, elle s'arrête complètement. Parce que quand vous faites la coupe rase, il n'y a plus de production pendant 10 ans. Donc c'est dommage. Donc Oui. c'est plutôt aller vers un système mixte, hein. Je ne sais pas si vous me suivez là. On peut adapter tout un tas d'histoires. L'idée, c'est vraiment... Alors, le principe des forêts de taillis sous futaie, hein, vous voyez ce que c'est, hein, des grands arbres, et puis en dessous, bah, des choses comme ça qu'on coupe régulièrement. Ça, c'est pas mal parce que finalement, on trouve cette diversité. Et le taillis, au lieu de couper tout, on laisse quelques tiges comme ça. Alors, ça a été fait et ça marche bien. Ça a été fait, c'était pas fait pour les cèpes au départ, c'était fait pour transformer un taillis en futaie par balivage, c'est-à-dire on laisse une seule tige par souche et on la laisse grandir pour retrouver finalement une futaie à la fin. Et on s'est aperçu que à ce moment-là, il n'y avait pas d'arrêt de la production de champignons et donc ça a permis de réfléchir à des systèmes mixtes. D'accord. Où on laissait ni la production de champignons de côté, ni la production de bois de côté finalement, quoi. Voilà. Sachant qu'un grand aspect de la mycosylviculture que moi je préconise maintenant et alors qu'on n'y pensait pas du tout en 2015, c'est le bois maintenant. Quand vous faites les bilans carbone, on dit que la forêt est un puits de carbone. Vous voyez un peu les histoires en ce moment. Les forêts maintenant, certaines ont du mal à, à- à- à pousser, et donc ça veut dire que la photosynthèse ne compense plus la respiration. Donc finalement, les puits de carbone se retrouvent parfois émetteurs de carbone. Alors en plus, si on continue à sortir du bois comme on le faisait, c'est-à-dire bois de forte valeur technologique, c'est-à-dire pour faire de la charpente, etc. Ok, mais bois pour faire de la pâte à papier, etc. On sort tout. Non, laissons du bois parce que finalement, si vous faites le bilan carbone de votre forêt, bah, le fait de laisser du bois, ça permet justement de ne pas exporter trop de carbone. Et puis en termes d'humus également. Parce que le problème du réchauffement climatique, c'est que euh, les sols, en fait, dans un sol, il y a ce qu'on appelle un bilan humique, c'est-à-dire qu'il y a une certaine quantité d'humus. Par exemple, sur un hectare, vous avez, admettons, je sais pas, 300 tonnes d'humus, par exemple, dans votre sol, sur 30 centimètres d'épaisseur. Il y a 4000 tonnes de terre et il y a 300 tonnes d'humus, par exemple, dans un sol forestier, dans une certaine forêt. Chaque année, il y a 2% de ces 300 tonnes qui vont être détruites par des bactéries spécialisées dans la destruction de l'humus, et c'est normal. Voilà, c'est le coefficient de minéralisation de l'humus. Ça s'appelle 2%. Donc 300 tonnes, bah, ça va vous faire 6 tonnes. Et puis, ces 6 tonnes, il faut qu'elles soient compensées par des apports. C'est-à-dire toutes les parties mortes des arbres qui tombent au sol vont petit à petit se minéraliser. Il y a une partie qui va refaire du gaz carbonique et de l'eau. Il y a une partie qui va se transformer en humus. Et normalement, qui vont venir compenser ces 6 tonnes qui sont perdues chaque année. On apporte 6 tonnes. Donc le calcul de l'un et de l'autre, ça s'appelle le bilan unique. Le problème du réchauffement climatique, c'est que les bactéries qui bossent là pour détruire l'humus, elles bossent plus. Et donc, ça va pas être 6 tonnes, par exemple, ça va être 8 tonnes. Et donc, il va manquer 2 tonnes. Et petit à petit, vos 300 tonnes, qui sont très importants comme ça, vont diminuer. Donc, le principe aujourd'hui, c'est de sans doute sortir moins de bois. Oui, mais si tu sors moins de bois, tu gagnes moins d'argent. Donc, pour compenser, bah, tu vas cultiver des champignons sur ce bois. Donc, des pleurotes et du shiitake. Quand tu penses que 1 mètre cube de bois, c'est-à-dire 500 kilos, de bois, c'est la densité de 0,5. Donc 500 kilos de bois, ça va te produire au moins 50 kilos de champignons de très bonne valeur sur 5 ans, si c'est du bois dur, hein, comme le chêne. Bah, tu fais un roulement et puis chaque année, tu vas 3, 4 fois dans l'année, tu cueilles des champignons et petit à petit,
tu vas t'apercevoir que ça rapporte beaucoup plus d'argent que le bois. Donc il y a aussi ce raisonnement, comment tu gères la production de champignons sur bois, comme il a été fait traditionnellement au Japon ou ailleurs. Donc il y a quelques Français qui font ça, hein. Donc je pense qu'il y a un, un développement à prévoir là. D'un point de vue écologique, d'un point de vue équilibre de la forêt, ça peut être vraiment intéressant. Alors, ça peut être du bois que tu sors pour mettre dans un endroit plus protégé si tu as peur qu'on vienne te cueillir tes trucs, mais à la fin, tu ramènes le bois en forêt comme source d'humus. Ok. Ouais, ouais, ça paraît logique. Tu renvoies l'énergie C'est là où ça, il a été produit dans l'écosystème, ouais. c'est Ok. ça. Et, euh, et du coup, par rapport au réchauffement climatique, du coup, qui lui va déjà consommer plus d'humus par la chaleur, mais également donc faire tomber moins d'eau dans les Oui, forêts. oui. Donc ça peut, est-ce que finalement ça peut arrêter complètement de produire et du bois et des champignons à terme? Ou est-ce que le fait que cet humus soit quand même dégradé plus rapidement, il va apporter davantage peut-être de minéraux, de nutriments aux champignons? Enfin, comment, qu'est-ce qui risque de se passer finalement dans ce déséquilibre, quoi? Alors, l'histoire de l'humus plus largement, c'est l'histoire de la matière organique parce en gros, il y a deux types de matière organique. Et puis il y a tous les intermédiaires. Il y a la matière organique fraîche, c'est-à-dire les feuilles qui viennent de tomber, etc., et une grande partie va se décomposer, va se minéraliser, c'est-à-dire se retransformer en fait en CO2, H2O, ce qui était finalement associé par la photosynthèse pour fabriquer des molécules organiques. Bon, ça va se redéfaire en fait en CO2 et H2O, ça va repartir dans l'atmosphère. Et puis, il y a les minéraux qui avaient été prélevés aussi, qui vont se retrouver à nouveau libérés. Et donc, on se retrouve libéré dans le sol. Euh, la matière organique fraîche se décompose et il y a une partie qui se transforme en humus qui, elle, va se minéraliser de manière plus lente, plus tardive, etc. Sachant qu'aujourd'hui, il y a de l'humus très frais qui se décompose facilement, mais il y a un humus très ancien qui a 1000 ans et quelques, ou plus, qui est un humus qui s'est formé il y a très longtemps et qui assure un des éléments de stabilité des sols. Mais le problème de la gestion forestière excessive, c'est-à-dire quand on ouvre trop les milieux, on expose les sols au soleil et aux pluies d'ailleurs. Et le fait d'exposer de manière forte un sol forestier au soleil fait que la minéralisation va être plus rapide. Donc, autrement dit, à l'heure actuelle, comme il fait beaucoup plus chaud qu'avant, plus souvent, il va falloir faire gaffe quand on ouvre une forêt. C'est-à-dire, il ne faut pas ouvrir brutalement. Il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait toujours un sous-étage qui protège le sol par son ombrage. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une forêt ouverte au niveau de l'étage dominant, mais que, en ouvrant doucement, on va favoriser l'installation d'un sous-étage. Et petit à petit, on va pouvoir ouvrir un peu plus l'étage dominant quand le sous-étage se sera installé. Éventuellement, on peut installer de manière artificielle un sous-étage. En particulier, si on est dans une idée de production de cèpes, on va favoriser un sous-étage d'arbres qui sont favorables aux cèpes, par exemple. Et on peut imaginer des trucs comme ça. Ou des plantes arbustives, on va favoriser des plantes arbustives qui vont favoriser aussi un ombrage. Donc, l'histoire du climat, d'abord, ça va se gérer comme ça. C'est faire gaffe de pas trop ouvrir. Quand on fait une régénération forestière, c'est pareil. Moi, je le vois encore, enfin, je suis pas le seul. On est un peu fou de voir ça avec notre petite équipe. Et quand on en parle, on replante des arbres, on fait une coupe rase, on plante derrière. Mais aujourd'hui, ça va plus marcher. C'est pas possible. Il fait trop chaud. Donc, il faut vraiment bénéficier de l'ombrage des arbres en place pour renouveler sa forêt. Sinon, ça va aller très mal. Donc ça, c'est une première chose. Euh, Deuxième chose, c'est effectivement les champignons. Les champignons, en fait, c'est eux qui captent l'eau dans les sols quand les sols sont secs. Donc ça, c'est quelque chose euh, il faut comprendre. C'est un truc vraiment intéressant. Les poils absorbants, vous voyez, ces petits poils absorbants au bout des racines.
À l'école, on apprend que c'est ça qui permet d'absorber l'eau, et à raison. Les poils absorbants, c'est incroyable. Par exemple, sur 1 mètre carré de certaines plantes, là, je parle de plantes herbacées, mais pour les arbres, c'est un peu différent. 1 mètre carré de plantes herbacées, il va y avoir jusqu'à 400 mètres carrés de surface additionnée de tous les poils absorbants, de cette surface d'absorption de l'eau. Oui, ce qui est 1 mètre carré, considérable. en dessous, 400 mètres carrés. Je dis, c'est impossible. Et quand tu additionnes tous les poils absorbants, c'est incroyable. Et en fait, les champignons, c'est à peu près 100 mètres carrés. Donc tu dis, bon, bah, les champignons, les filaments mycéliens, finalement, c'est pas, par rapport aux poils absorbants, c'est nul, quoi. Mais il faut pas voir les choses comme ça, parce que les poils absorbants, c'est large par rapport aux filaments, les champignons qui sont très fins. Ils vont pouvoir donc aller explorer ce qu'on appelle la microporosité du sol, donc aller chercher l'eau dans de toutes petites porosités. D'autre part, les filaments vont aller chercher l'eau loin des racines, jusqu'à 10 cm. Et puis surtout, les liquides cellulaires du psyllium sont très très concentrés, et ça va faire que l'eau du sol, même quand elle est très peu présente, elle va avoir tendance à être aspirée pour aller diluer ces milieux très concentrés. C'est une histoire d'osmose là, bon, et de passage d'eau naturelle pour aller d'un milieu moins concentré vers un milieu très concentré. Donc, comme les mycéliums sont très riches, beaucoup plus concentrés que les milieux cellulaires de la racine, des poils absorbants, quand les sols sont secs et que l'eau est très fortement retenue par le sol, le poil absorbant ne peut plus absorber l'eau. Ce sont les champignons qui absorbent l'eau. Et donc, à ce moment-là, dans les sols secs, les champignons sont fondamentalement importants. Alors, par ailleurs, si tu as une seule essence forestière, un milieu très simplifié, bah, tu as une certaine diversité de champignons qui sera beaucoup plus faible que quand tu as plusieurs essences. Et donc, cette diversité des champignons associée à la diversité végétale va donner une capacité beaucoup plus grande du monde des champignons, global de la forêt, à s'adapter aux différents épisodes climatiques. Il y a des champignons qui fonctionnent bien en sol très humide, par exemple, alors que les poils absorbants fonctionnent mal. En sol très sec, tu as d'autres champignons, etc. Donc l'adaptation d'une forêt au changement climatique, c'est pas que les arbres, c'est aussi les champignons. Et là, moi, je pense que si on plante une forêt aujourd'hui, il faut s'intéresser à introduire quand même quelques espèces de champignons qui sont spécialisés à pour des sols très très secs, champignons qu'on a dans des coins très chauds d'Espagne voilà, en Andalousie, etc. On a des et dans une espèce donnée, par exemple le cèpe de Bordeaux, bah, si tu récupères un cèpe de Bordeaux dans des écosystèmes très très secs du sud de l'Espagne, il y en a, tu auras dans la même espèce, tu auras un type génétique beaucoup mieux adapté à la sécheresse qu'un type génétique que tu auras récolté en Dordogne ou par là, quoi. Donc il y a un travail à faire de alors, comment introduire ça? Bah, il y a différentes idées. Il y a des plants mycorhizés qui réussissent, pas avec les cèpes, mais ça, c'est un peu aléatoire. Bon, ça se fait quand même maintenant. En Espagne, il y a des expériences intéressantes. Mais il y a des champignons comme des sclérodermes, etc., qu'on arrive à bien associer au système racinaire. Donc, on peut introduire des plants mycorhizés vraiment pour l'adaptation à la sécheresse. Ok, super intéressant. Du Ouais, il y a coup, ouais, ça. beaucoup de choses qu'on travaille en ce moment, et plus ce qu'il faut savoir aussi pour finir, bon, c'est peut-être un peu complexe, un peu long, mais on a les rosacées, par exemple. Les rosacées, la famille du rosier, tous les arbres fruitiers, en gros, sauf les agrumes, c'est-à-dire les pêchers, pouiniers, tout ça sont des rosacées. Donc, les poiriers sauvages, les pommiers sauvages, on a dans les bois, dans les forêts, de même que les merisiers, c'est une rosacée. Les merisiers, etc., sont associés à des champignons endomycorhiziens, au même titre que les plantes herbacées. Et les champignons endomycorhiziens, ça ne fait pas du tout des fructifications apparentes à l'œil, c'est beaucoup plus ancien que les champignons ectomycorhiziens comme les cèpes et les girolles, qui sont apparus il y a, on va dire, 100 millions d'années à peu près. Les autres, ils ont 400 millions d'années, on va dire. C'est pas les mêmes fonctionnements tout à fait. C'est le même principe de base. Les filaments mycéliens vont chercher l'eau, etc., etc. Mais ça forme des spores dans le sol. Ça forme pas des fructifications importantes. C'est pas le même fonctionnement.
Et ces champignons endomycorrhizaux sont très doués pour aller chercher l'eau dans les sols secs. Donc c'est pour quoi c'est intéressant de les avoir au milieu des forêts aussi, de les laisser surtout. Alors il n'y a pas que ça, il y a les sorbiers, il y a tout un tas d'essences dites secondaires qui sont très importantes pour aller chercher l'eau en période sèche. Donc c'est pourquoi on a fragilisé énormément les forêts aujourd'hui, hein, partout, hein, y compris les forêts qu'on laisse un peu dont on s'occupe pas parce qu'autrefois on s'en est occupé, donc on les a simplifiées et finalement elles sont pas tellement naturelles le plus souvent. Et donc ça serait très important très vite de redonner de la biodiversité pour favoriser cette biodiversité de champignons et cette adaptation au climat. Donc on sait faire, hein, en tout cas on a toutes les pistes, toutes les idées, on les a. Maintenant faut mettre en place quoi. Ok, d'accord. Bah, c'est parti, hein. C'est C'est parti. passionnant et c'est c'est positif de voir en fait que aux problèmes à venir, il y a des solutions qui se mettent en place petit à petit, quoi. Je pense que c'est Ouais, important pour garder de c'est ça. l'énergie et avancer. Oui, oui, oui. Après, faut trouver voilà, faut pas que des gens comme nous, quoi. Il faut trouver des donneurs d'ordre et des propriétaires importants qui veulent tenter les expérimentations. Donc, on commence à chercher un petit peu, mais c'est pas extrêmement facile, hein. Il y a quand même une très forte inertie des connaissances. Et puis, la forêt, c'est un monde qui avance lentement, y compris dans les connaissances et y compris dans les lobbies, à la fois du bois, mais aussi les lobbies de la recherche, hein, parce que les équipes de mycologues, finalement, ne sont pas tellement écoutées, hein. C'est ça la question. Y compris l'INRA de Nancy, bon, même des équipes qui ont pignon sur rue, ont du mal à diffuser leurs connaissances. D'accord. Donc il y a une question aussi de diffuser le savoir pour faire prendre conscience les gens qu'il y a des nouveaux paradigmes possibles et qui sont pas Oui, c'est ça, forcément c'est ça. négatifs pour eux, notamment si on peut moins couper de bois, mais valoriser financièrement en vendant plus de champignons, quoi, par exemple. Oui, c'est ça. Alors, Ok. une voie, une stratégie là on est en train d'explorer, c'est de laisser tomber la forêt, les projets forestiers, mais d'aller plutôt vers des projets agroforestiers, en parlant de forêts nourricières, permaculture, etc. Ok. Pourquoi? Parce que finalement, les forêts d'autrefois étaient des forêts nourricières, hein, dans lesquelles il y avait des fruitiers sauvages, par exemple. Donc, on peut prendre la chose par l'entrée forêt ou par l'entrée agricole, en fait. Et sur l'entrée forêt, il y a des lobbies très forts qui bloquent, alors que sur la question agroforesterie, c'est très innovant et donc il y a de l'ouverture. Donc là, par exemple, on va proposer, là, j'étais à la région Occitanie il y a très peu de temps, pour en discuter, pour faire avec l'Université de Toulouse, on va déposer un projet dans quelques mois sur la création de vergers agroforestiers en montagne, voilà, dans les Ok. Pyrénées, avec en associant arbres fruitiers et arbres forestiers. Voilà. Donc Est-ce c'est que notre stratégie. est-ce que c'est un peu le travail que tu as fait, on n'en a pas parlé jusque-là, mais le travail que tu as fait en Martinique, du coup, ou ça... Oui, ça s'inspire aussi de ça, ou le contraire, c'est-à-dire la réflexion sur les vergers agroforestiers euh, dans le groupe de gens avec qui je travaille, ça date de 2017. On avait commencé à réfléchir à un projet, on n'était pas allé au bout. Et là, on a enrichi ça. Et entre-temps, j'ai pu bosser en Martinique et on travaille sur des projets, en particulier sur le cacaoyer. On attend le résultat d'un projet qu'on vient de déposer, un projet très important, genre 5 millions d'euros, là, pour développer un principe de cacaoyer agroforestier pour contrebalancer les histoires qui sont faites de plantation après défrichement des forêts. En Afrique en particulier, dans beaucoup d'endroits, hein, c'est les produits les plus producteurs de cacao. La demande en cacao augmente, augmente. Donc, la pratique, c'est de déforester comme on fait pour le palmier à huile et de planter des caféiers, des cacaoyers, etc. Donc, pour contrebalancer ça, le ministère a fait des appels du pied là auprès d'une coopérative pour développer un projet et développer un modèle de production agroforestier justement c'est un modèle traditionnel en fait, hein, où on essaye de produire des fèves de cacao sous des arbres
Et avec également dans ces forêts d'autres arbres fruitiers, hein, enfin des arbres fruitiers, des plantes alimentaires, par exemple la vanille forestière, etc. Donc effectivement, c'était assez inspirant parce que la Martinique, le problème de ces zones tropicales, si vous regardez un peu les craintes sur les évolutions du climat, on est très inquiet parce que on se tenait à 30-32 degrés là, mais maintenant ça monte beaucoup plus. Et donc si tu es obligé de travailler sous ombrage et tu peux plus, même l'agriculture, ça devient très compliqué. Bon, la canne à sucre est très résistante à la chaleur, ça va, mais tout ce qui est le maraîchage, tu peux plus faire du maraîchage en plein soleil, ça marche plus, ça brûle, hein. Donc ça veut dire on est obligé de faire de l'agroforesterie et de l'agroécologie, du mélange arbres-plantes, et on va être obligé en France, pareil, très vite. Moi, j'en suis persuadé. Déjà dans le Gard, il y a des gens qui cultivent leurs légumes sous ombrage parce que c'est impossible, etc., etc. Ça va aller vite. Donc c'est vrai que cette réflexion mycologique, elle va permettre de... C'est très, 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 très intéressant pour innover dans ces modèles-là. C'est une entrée passionnante et très, très efficace. Voilà. Oui, totalement. En plus, oui, mais du coup, en réponse, ça fait à la fois une réponse au changement climatique, à la fois une résilience du coup au niveau de la Ouais, c'est biodiversité ça, et c'est ça, exactement. aussi éventuellement pour les agriculteurs une résilience au niveau du coup de tout ce qui peut être produit, bois, C'est ça, fruits, champignons, etc. c'est ça, Ok, c'est ça. Même pour la d'accord. viticulture, hein, il y a des exemples qui commencent en viticulture où certains arbres d'ombrage de la vigne n'entraînent pas du tout une réduction du rendement. Et parce que, alors, il y a des arbres oui, des arbres non. Donc, en fait, il faut trouver les bonnes alliances, c'est ça aussi, hein. Donc, on peut s'appuyer sur des connaissances qu'on a d'écosystèmes naturels, hein, où on sait que telle plante va bien avec telle autre plante. Euh, voilà. Ok, d'accord, super. Euh, eh ben écoute, j'ai envie de te remercier pour tout ce que tu viens de nous partager. C'est super intéressant. C'est très inspirant, à la fois pour la Merci, merci mycologie beaucoup. et l'agronomie, moi qui aime beaucoup de manière générale l'agriculture. Euh, alors pour les gens qui aimeraient aller plus loin sur tous ces sujets, donc je le redis, hein, euh, t'as sorti un livre donc il y a quelques années, mais qui pose de très bonnes bases. C'est Territoire mycologique, du coup, aux éducations Educagri, voilà, coécrit avec Fernando Martinez Pena. Et voilà, je vous juste merci pour ce partage, Jean. Et, Avec plaisir. Merci à toi. Merci, et merci. j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler sur d'autres sujets autour de la mycologie. Ouais, Voilà. avec plaisir. Quand tu veux, quand vous voulez. Je te remercie. Merci beaucoup Bon, et à bientôt, bon. Jean. À bientôt. Merci à toi, Andreas. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur la culture des champignons, rendez-vous sur notre site internet cultiverleschampignons.com. Vous pourrez y télécharger gratuitement votre e-book pour commencer la culture des champignons. À bientôt!